Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner trimestriel sur la sécurité numérique des terminaux mobiles, qui est un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur à mesure que le travail en mobilité et la vie en mobilité d'ailleurs prenait de l'importance. C'est un sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec donc 4 intervenants. D'abord Bertrand Blond, DSI Cyber du ComCyber, Renaud Gruchet, Chief Sales Officer chez Pradeo, Jean-Michel Henrard, directeur général de Dust Mobile, et Jean-François Lalande, professeur à l'INRIA et Centrale Supélec. Avant de leur donner la parole, petit rappel sur l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur l'onglet « Questions » et on les prendra à la fin en fonction du temps qui nous restera. Il y a également un chat, donc n'hésitez pas à commenter ou interagir. Je vais donner donc la parole, comme je vous le disais, à Bertrand Blond pour introduire cette séquence et nous expliquer un petit peu quel est le contexte, les enjeux de la sécurité numérique des terminaux mobiles pour le ministère et plus principalement pour le ComCyber et voilà, vos enjeux et vos perspectives sur ce sujet. Très bien, merci Amélie. Je ne sais pas si on m'entend bien, je pense que oui. Bon, parfait, merci. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui sur la session mobile. C'est vrai que c'est un sujet d'importance pour le ministère des Armées. Et puis merci de manière générale d'accueillir le ComCyber régulièrement pour ces petits déjeuners, parce que c'est vrai que c'est toujours un moment important pour nous dans cet échange industrie et État, notamment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de solutions du monde civil qui viennent forcément enrichir en fait, le portefeuille de solutions dans le cadre des opérations militaires. Alors, à titre d'introduction, moi, je souhaitais partager avec vous quelques éléments effectivement du contexte plus militaire. Je parlerai également de quelques éléments plutôt dans le monde civil, mais je voulais aussi un peu dresser les problématiques et notamment les sujets d'intérêt pour la session de ce matin dans quelques propos introductifs. Alors, pour rappel, le ComCyber assure aujourd'hui la conduite de la défense des systèmes et des réseaux pour le ministère des Armées sur ce qu'on appelle en fait un triptyque. Donc, globalement, on a 3 types de systèmes. Les systèmes IT traditionnels, donc l'informatique, PC, serveur. On a les systèmes qu'on va appeler les systèmes d'armes et leur écosystème numérique, parce que vous savez que la numérisation grandissante est aussi intégrée aujourd'hui dans les systèmes d'armes, avec un enjeu assez fort pour nous, notamment dans la transition de certains programmes. Et puis le dernier point, c'est tout ce qu'on va appeler les systèmes industriels, notamment les systèmes connectés. Et autour de ça, on a en fait un acteur qui est le mobile, que l'on commence à retrouver et à apercevoir en fait dans les arsenals et les portfolios en fait des menaces adverses qui vont aujourd'hui essayer de trouver ou d'identifier de nouveaux types d'attaques, de nouveaux modes opératoires pour avoir des effets finaux recherchés. Donc, c'est vrai que la cyber, l'outil cyber aujourd'hui est clairement considéré, on va dire, comme une arme qui permet de gagner la guerre avant la guerre, mais surtout de l'utiliser dans les phases de compétition, de contestation et d'affrontement. Et on voit assez naturellement que le mobile prend une place de plus en plus importante, notamment sur les théâtres d'opération. Alors, c'est vrai que on a eu une médiatisation en juillet 2021 avec Pegasus. C'est vrai qu'on a apporté auprès du grand public la connaissance de la potentialité de piégeage de téléphones mobiles. Bon, ça a surtout mis en évidence, côté militaire, la possibilité, en fait, pour certains acteurs qu'on n'identifiait pas forcément avec des compétences offensives très fortes, de pouvoir acquérir en fait, des solutions permettant d'avoir des effets assez importants, et notamment ce piégeage mobile. Donc globalement, on se retrouve avec aujourd'hui, je vais dire ça un peu vulgairement, mais des produits sur étagère qui permettent de faire du piégeage, et ce qui met à portée de n'importe quel type d'acteur, qu'on ait un contrôle à l'exportation ou pas d'ailleurs, ce type d'opération. Alors, dans les opérations militaires, on va dire que le piégeage mobile, et je parlerai après de la kill chain, mais il peut avoir différents objectifs. Il y a bien évidemment des enjeux d'espionnage, donc que ce soit diplomatique, stratégique, économique ou même concurrentiel auprès des industriels de défense. Mais pas que. Je vais prendre un exemple assez flagrant. En 2015, on a vu apparaître
un théâtre d'opération qui est aujourd'hui assez médiatisé, qui est l'Ukraine, des campagnes en fait de phishing par SMS, qu'on va appeler le smishing globalement, visant à déstabiliser les militaires en opération, voire à assurer la démoralisation des troupes sur certaines zones géographiques. Donc ça, c'est un peu nouveau, ce qui veut dire que on utilise aujourd'hui le mobile comme un moyen permettant d'obtenir des effets finaux sur les terres. Donc ça a été une petite nouveauté. Et 2015, c'est pas hier, hein, il y a déjà quelques temps. Donc depuis, il y a d'autres éléments qui ont évolué. Et puis, le dernier point, sur les finalités, on a aussi une finalité qui est très récente, hein, alors qui ne concerne pas spécifiquement le monde militaire, mais qui est une finalité financière, hein, dont certains groupes d'attaquants sont ciblés, qui est d'utiliser globalement le terminal mobile pour aller, on va dire, pirater des wallets en crypto-monnaie que de plus en plus de personnes disposent. Et on sait que les vulnérabilités mobiles permettent aujourd'hui assez facilement d'aller collecter une passphrase pour récupérer le contenu d'un wallet. Donc ça, c'est aussi une menace, je pense, qui est récente et qu'on ne voyait pas il y a quelques temps. Bon, moi, je dis toujours, à quand le crypto-locker du mobile? Peut-être qu'on y sera dans quelques mois. Je pense que probablement que certains attaquants y travaillent déjà. Alors, tout ça pour dire que côté Minarm, en fait, on positionne le mobile comme un asset d'un niveau d'importance autant que celui d'un réseau traditionnel, de l'IT traditionnel. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on pense mobile, on pense au terminal, au téléphone, mais pas que. Hein. Il y a tout l'écosystème des objets connectés qui ont aussi des systèmes d'exploitation. Beaucoup de systèmes d'exploitation qui sont, je pense notamment de l'Android qu'on trouve sur des téléphones, des cartes SIM, des moyens de communication. Et pour nous, en fait, on en fait un package aussi important que de la supervision IT traditionnelle. Alors, la petite particularité des mobiles, c'est qu'on peut constater que les modes opératoires sont un petit peu plus furtifs que ce qu'on peut connaître en fait sur des PC. Alors, quand je dis ça, c'est pour illustrer, hein, sur un PC, bon, une chaîne d'attaque, je vais dire assez traditionnelle, c'est vous recevez un email de phishing, il y a une fausse pièce jointe, le CV qui va bien, ou l'offre d'emploi, ou le contrat commercial qu'on doit vous faire signer à plusieurs millions d'euros, sauf qu'elle contient une macro qui est vérolée, et vous téléchargez votre charge. Sur le téléphone, on a la même chose, on a donc ces messages de phishing, mais on a également quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur les PC, qui sont ce qu'on appelle les attaques zéro clic, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui arriver à obtenir un effet sur un portable sans avoir aucune manipulation ou aucune interaction avec l'utilisateur. Et ça, c'est une nouveauté, mais c'est aussi un peu particulier dans le monde du mobile, ce qui complexifie aussi l'identification potentielle de téléphones hackés potentiellement. Alors, les enjeux côté comme cyber, en fait, ils sont à 3 niveaux. Le premier, c'est bien évidemment sur ces terminaux que j'appelle moi mobiles, hein, téléphone, IoT, etc. Sur ces terminaux, c'est déjà de traiter la partie anticipation. Donc, pour pouvoir détecter une menace, il faut la connaître. Donc, il faut être en capacité en fait, de la cartographier, de connaître son mode opératoire, éventuellement d'avoir des indices de compromission. Et là, c'est vrai que dans le domaine de la mobilité, on a un niveau de maturité qui est bien en deçà de ce qu'on peut avoir sur de l'IT traditionnel. Sur l'IT traditionnel, on a plein d'acteurs sur le marché qui font ce qu'on appelle la threat intel, la CTI, donc des bases de connaissances de menaces. Sur la partie mobile, on en est encore loin aujourd'hui. Je pense qu'on en est vraiment qu'aux prémices. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis la deuxième chose, c'est que la cartographie des modes opératoires, bon, pour ceux qui sont spécialistes, je pense que certains connaissent le Mitre Attack pour les PC. Sur les mobiles, on n'y est pas encore. Je pense qu'on a encore beaucoup de progression à faire. Et cette étape anticipation est importante pour traiter la deuxième partie qui est la détection. Sur le sujet de la détection, on a vu apparaître depuis quelques années des antivirus, maintenant des EDR. Bon. La problématique de fond, c'est qu'on a 2 gros acteurs en OS mobile qui sont Android et iOS. Hein. Il y en a d'autres, mais les 2 majoritaires sont ceux-là. Ce sont des systèmes qui sont naturellement sécurisés de manière intrinsèque. Et je vais dire ça de manière ironique, mais ils sont sécurisés, mais ils sont peut-être pas assez sécurisés pour ce type de menace et trop sécurisés pour permettre aux antivirus ou aux EDR de donner un effet efficace en termes de détection. Quand je dis ça, ça veut dire que
dans certains cas, ils sont tellement verrouillés que les outils de détection du marché n'accèdent pas en fait aux piles de bas niveau permettant d'assurer une analyse comportementale et réseau la plus efficace possible. Donc ça c'est une vraie problématique. Et puis le troisième point, qui est lié au deuxième d'ailleurs, c'est que en cas de suspicion ou potentiellement de détection positive, on a besoin d'analyser le terminal. Donc il faut être en capacité d'avoir des moyens qui permettent de collecter des traces, d'aller analyser la mémoire, d'aller analyser l'OS, d'aller analyser le comportement. Et sur ce point-là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire, probablement avec les fournisseurs de ces OS, mais il y a peu de solutions sur le marché vraiment efficaces en fait, pour permettre de produire cet effet-là. Alors, je terminerai mon introduction sur ça. L'enjeu de la session pour nous aujourd'hui, elle est importante. Hein, c'est aussi de voir dans les solutions là, qui seront présentées ce matin, dans ces trois effets-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer, pas en tirer. Et je voulais juste souligner une chose, c'est que quand on parle de la sécurisation du mobile, c'est vrai qu'on pense intrinsèquement au terminal lui-même. Il ne faut pas oublier en fait que le mobile, c'est une chaîne complète, c'est-à-dire qu'il y a le terminal, il y a aussi le canal de communication, il y a la carte SIM, il y a l'opérateur. Vous imaginez bien que quand vous partez en opération dans un pays, vous allez faire du roaming avec votre opérateur normal, donc vous passez par l'opérateur local. Quel est le niveau de confiance que vous avez dans l'opérateur? Donc il y a toutes ces questions-là à penser, et pas simplement que la sécurité du terminal lui-même. C'est vraiment une chaîne de bout en bout, et pour lequel on a besoin d'avoir des solutions pour pouvoir expertiser sur les trois niveaux que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, merci encore pour la réunion de ce matin. Et puis, je pense que l'objectif, c'est aussi d'avoir quelque chose de vivant, de poser des questions. Donc, j'hésiterai pas à le faire en fonction des présentations. Ça marche. On aura plein de questions donc, après ces petites présentations. Et effectivement, on comprend bien donc, on n'a pas encore les mêmes réflexes, les mêmes approches, et même les mêmes dispositifs de sécurité hein, qu'on a entre les terminaux mobiles et puis le bon vieil ordinateur de bureau. Effectivement, on est vraiment sur deux poids, deux mesures. Vous avez mentionné la CTI qu'on a l'habitude d'effectuer sur tout ce qui concerne effectivement les ordinateurs ou les terminaux fixes. Il y a la Mobile Threat Detection, donc vous allez peut-être nous parler, Renaud, sur la partie mobile, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, Bertrand, il y a encore assez peu de solutions finalement qui sont occupées, mais il y en a quand même certaines, et c'est ça qu'on va voir aussi aujourd'hui avec vous, Renaud et Jean-Michel. Alors peut-être, Renaud, si vous voulez commencer par nous présenter votre solution, mais peut-être déjà à quel besoin ou quel risque vous répondez, et puis comment vous y répondez voilà, sur ces questions de sécurité des terminaux mobiles. Bonjour, merci. Et effectivement, Pradeo fait partie des acteurs qui sont partis très tôt sur le sujet de la sécurité des mobiles. En fait, on est parti en 2008, au moment quasiment où Apple a lancé son premier smartphone. Et donc, on a conçu nos solutions exclusivement pour les environnements iOS et Android. C'est le seul monde sur lequel nous opérons. Et on a sorti nos premières solutions en 2013, à une époque d'ailleurs où on n'avait pas beaucoup de concurrence sur le marché. Et nos seuls concurrents américains de l'époque ont depuis disparu pour être remplacés par de nouveaux qui sont arrivés ensuite. Et notamment les acteurs de l'EDR qui se sont bien dit qu'il fallait qu'ils s'occupent un jour du mobile, mais avec souvent une approche qui est héritée du monde du PC. Et donc forcément une couverture qui n'est pas adaptée aux spécificités du mobile, où les vies personnelles et les vies professionnelles sont totalement mêlées. Même si on essaie d'isoler les comportements, même si sur Android, maintenant, les choses se séparent avec les environnements personnels et professionnels, il n'empêche que sur un même terminal, vous avez les deux environnements et énormément d'informations personnelles disponibles. Et bon, c'est pas un militaire que j'apprendrai que l'information, c'est le nerf de la guerre. Et collecter de l'information sur un terminal mobile, c'est presque une affaire d'enfant de cœur, hein, puisque l'utilisateur normal accepte à peu près presque sans contrôle les permissions qu'on lui demande quand il installe une application. Et dès lors, il ouvre la porte à des comportements qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Voilà, donc Pradeo est né sur cette problématique. Donc on est né, on a eu des idées en 2008, on a créé la société en 2010, on est sorti sur le marché en 2013 et on a travaillé uniquement cette problématique avec comme objectif de pouvoir détecter des menaces sur les terminaux mobiles en provenance des applications installées sur ces terminaux, donc toutes celles qui s'exécutent sur un terminal, en provenance des connexions réseau
établi depuis ce terminal et en provenance du système lui-même, s'il peut être corrompu, détourné, altéré. Voilà, donc c'est les 3 grandes familles de menaces que nous adressons, avec finalement un mix. Enfin, nous faisons de la détection et nous faisons de la réponse. Nous, on est dès l'origine, on a fait détection et réponse. Détecter une menace, si c'est pour ne pas agir, ça sert pas à grand chose. Donc, il faut pouvoir agir immédiatement. Donc, nous, quand on détecte une menace, ce qui est pour nous une non-conformité à une règle de sécurité, eh ben, on va pouvoir agir pour intervenir sur la menace, alerter l'utilisateur, voire la bloquer quand on peut avoir les droits. Et là, ça dépend beaucoup des contextes des univers iOS et Android sur la problématique des droits qu'on peut prendre sur un terminal. Mais en tout cas, détecter et ensuite alerter l'utilisateur, c'est le b.a.-ba de notre métier. C'est ce que nous faisons depuis qu'on a lancé les solutions sur le marché en 2013. Donc, ça fait plus de 8 ans maintenant. Et donc, on a une belle expérience. Elle est sans doute pas complète. Vous parliez des couches basses. Eh ben, les couches basses, il faut qu'on puisse les travailler avec les constructeurs. Donc, j'espère qu'on pourra évoquer le sujet pour pouvoir accéder un peu plus bas encore. Mais sur les couches applicatives, système et réseau, vous parliez du smishing, par exemple. Bah, c'est des solutions qu'on a mis au point maintenant depuis quelques années. Et donc, on est capable de contrôler le fait que l'utilisateur est aussi attaqué via ces pratiques de phishing, donc de smishing, et donc pouvoir contrôler les liens qui lui sont présentés pour lui éviter de cliquer sur le mauvais lien et d'installer sur son terminal une application qui va faire bien d'autres choses qu'elle est censée faire. Ça, c'est notre cœur de sujet. Voilà, donc Pradeo, c'est ce monde-là qu'on adresse depuis l'origine et on essaie de faire évoluer nos solutions au rythme où les pirates évoluent. Donc régulièrement, on découvre de nouveaux malwares. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, parce que vous parliez de Pegasus précédemment, mais Pegasus, c'est presque du pain béni pour un acteur comme nous, parce qu'on prêche le sujet de la sécurité des mobiles depuis 2013, quand on s'est lancé. Et pour beaucoup d'acteurs encore dans le marché au sens large, finalement, Apple et Google font le ménage. C'est bien ce qu'ils font, il n'y a pas de menace. Alors Pegasus a révélé à tout le monde que non, le ménage, il est peut-être fait, certainement fait d'ailleurs, mais malgré tout, il y a des contrôles supplémentaires à faire et que les contrôles faits par un éditeur mondial ne peuvent pas, en tout cas, ne peut pas convenir à tous les acteurs parce que chacun a des particularités. Je pense à vous, ministère de la Défense, pour qui, par exemple, la simple donnée de géolocalisation est une donnée particulièrement sensible et accepter qu'une application, quelle qu'elle soit, puisse récupérer la géolocalisation d'un utilisateur dans votre métier, dans le monde militaire, c'est une information particulièrement sensible. Et jamais ni Apple ni Google n'interdiront la publication sur leur store d'une application qui utilise la géolocalisation pour vous présenter des données et qui la récupère. Voilà, parce que c'est la base c'est un des éléments clés de la mobilité. Donc, il faut pourtant traiter ce point, parce que cette information est particulièrement sensible quand on parle d'un militaire en opération. Voilà, donc notre monde à nous, c'est la détection des comportements mis en œuvre et voir effectivement ce que font les applications quand elles s'installent. Et pour ce faire, on a développé un moteur qui révèle les comportements cachés des applications, excusez-moi, et qui va les confronter à des règles de sécurité que vous pouvez paramétrer. Voilà, et de fait, excusez-moi, c'est le diable. Le chat dans la gorge, c'est terrible. Est-ce que vous voulez qu'on vous reprenne dans 5 minutes, peut-être, le temps que… 2 minutes, est-ce que quelqu'un peut me remplacer? Pardon, je coupe mon micro, que je suis en train de m'étouffer. On va peut-être vous donner la parole, Jean-Michel, pour nous présenter un petit peu votre perspective, en fait, parce que vous ne vous situez pas exactement sur la même brique, ou même pas du tout sur la même brique, justement. Donc, ça permet de couvrir aussi toute la chaîne à sécuriser, parce que le mobile, vous l'avez dit, les terminaux mobiles, c'est toute une chaîne. Donc, on a bien vu, effectivement, la partie sur les applications sur laquelle se positionnait Pradeo, mais vous êtes à un autre niveau. Alors, expliquez-nous un petit peu quels sont les risques auxquels vous répondez, comment vous vous positionnez et puis comment vous le faites. Bonjour, merci. De fait, quand on met en perspective cette chaîne de risque, des surfaces de risque ou des surfaces d'attaque, on peut les distinguer un certain nombre de maillons et effectivement, personne ne traite l'ensemble de ces maillons. Et il faut qu'il y ait une complémentarité, et vous le soulignez, l'activité de Dust Mobile est de traiter un de ces maillons, et je vais y revenir. Ces maillons, ils sont constitués d'abord de l'équipement.
Qui est le constructeur? Quels sont ses composants? Y a-t-il de la compromission de ces composants? Quel est notre degré de confiance vis-à-vis de ce constructeur? Il y a des choses que l'on peut appréhender parce qu'elles sont accessibles. Vous vous souvenez tout à l'heure cette problématique d'accès très bas niveau. Il peut y avoir des compromissions non accessibles par des applications, même si on route un terminal, on ne peut pas y accéder. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le baseband. Il y a un OS du modem auquel vous n'avez pas accès et vous n'en connaissez pas le comportement. Donc, ce premier niveau de confiance concerne l'équipement. On a vu qu'il y a un niveau de confiance à avoir aussi sur le système opératif et sur les applications. Si on parle du système opératif, chaque constructeur met sa couche sur le système opératif. Et là aussi, on n'a pas toujours la possibilité de rentrer dans le fin fond du comportement du système opératif. Et donc, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a le niveau applicatif. Là aussi, faites-vous confiance à tel ou tel éditeur d'application. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut se rendre compte que c'est un objet communicant. Et sa vocation, c'est de communiquer. Et donc, il y a un maillon de la chaîne qui est la transmission, la communication de cet équipement, que ce soit un smartphone, une tablette connectée, un routeur 4G, un objet connecté, de l'IoT, du machine-to-machine. Il y a de la communication. Et cette communication, elle repose sur les services d'un opérateur. Et ces opérateurs, ensemble, utilisent des standards. Des standards de signalisation, des standards au niveau de la carte SIM, des standards sur ce qu'on appelle le RAN, donc l'accès radio, des standards sur le cœur de réseau. Et il faut voir que tous ces standards, vus du point de vue de l'utilisateur, on a une perception d'évolution des services dans le temps qui était forte. On se souvient, dans les années 90, on est passé à la 2G, puis on est passé 3G, 4G, 4G+, 5G, aujourd'hui, ce qu'on appelle non-standalone, on va passer à la 5G complète et full dans quelques années. Et pour que tout ça fonctionne, on a besoin d'avoir des standards de communication, ce qu'on appelle de la signalisation, pour que tout ça communique, interagisse. Le problème, c'est que la conception de ces standards depuis les années 90, elle présente un certain nombre de problèmes du point de vue de la sécurité. Les concepts d'authentification forte, de chiffrement n'ont pas toujours été présents. Et aujourd'hui, pour que ces réseaux fonctionnent, ils doivent utiliser ces standards, et ces standards permettent un grand nombre d'attaques qui aujourd'hui étaient un peu en dessous de la surface du radar de la chaîne de risque et de la surface de risque. Et Dust a été créé en 2017, donc nous sommes jeunes, en 2017, pour adresser exactement ce maillon de la chaîne, c'est comment détecter, alerter, sécuriser, protéger avec de la contre-mesure, toutes ces failles de sécurité. Alors si on les énumère rapidement, quels sont les risques d'utilisation malveillante de ces standards? D'abord, c'est de la localisation. On est capable de localiser un terminal connecté, quel que soit l'endroit dans le monde où il se trouve, on n'a pas besoin d'être à proximité, de manière totalement indétectable par l'utilisateur, puisqu'on va simplement interroger les réseaux interopérateurs pour demander où se trouve tel équipement. On n'a pas la précision d'un GPS, mais même un équipement sans GPS va donner sa position approximative à quelques centaines de mètres près. Donc ça, c'est un premier niveau, qui est effectivement une information pertinente de localisation. On va avoir de l'information sur le terminal lui-même, c'est de savoir quel est le type de terminal, quel est l'OS sur lequel il fonctionne. On a un certain nombre d'éléments de cette nature-là. On va avoir tout le champ de l'interception des informations, interception des SMS, de l'interception des appels, toujours à distance. On va avoir éventuellement de la reconfiguration à distance de l'équipement pour intercepter de la donnée. Donc tout ça, c'est le champ de l'interception et de l'intelligence qu'on peut avoir. Et puis on va avoir le champ qui va être du déni de service, c'est la capacité de rendre inopérant un équipement, tout ou partie de ses fonctions, tout ça à distance. Le dernier point qui est important, c'est non seulement de l'information, de l'interception, mais également de l'usurpation. On est capable de se positionner comme étant tel ou tel utilisateur sur le réseau, et donc d'usurper son identité. Je peux vous envoyer un SMS en me faisant passer pour quelqu'un d'autre, je peux vous envoyer, donc on connaît des attaques au patron de cette nature-là, je peux vous envoyer, je peux vous appeler en usurpant un numéro. Enfin, on a un certain nombre de choses qui sont possibles. Donc c'est ce champ de risque que traite Dust. Donc c'est de proposer en tant qu'opérateur mobile de cyberdéfense un service de communication comme on peut le trouver chez tous les opérateurs, à ceci près que Dust Mobile est dédié à la sécurisation et donc la chaîne de détection, alerte et contre-mesure sur ce segment-là. Donc nous avons été créés en 2017.
Donc c'est encore une jeune entreprise, mais c'est un segment qui n'était pas exploité jusqu'à présent. Et donc on est en train de se développer. On est accompagné par des fonds français qui nous accompagnent depuis 2019. Donc il y a Tikeo ACE qui nous accompagne dans le temps et de manière très efficace. Il y a Omnes Capital également qui nous accompagne. Et nous grandissons pour accompagner tous ceux qui ont à avoir des transmissions dites critiques sur ça. Et je reviendrai un peu plus dans le détail, si vous le souhaitez, sur à quoi correspondent ces attaques sur la signalisation. Oui, tout à fait, on pourrait y revenir effectivement tout à l'heure. Peut-être qu'on a retrouvé Renaud qui pourra nous terminer votre présentation de vos outils. Et ça permettra justement de bien voir en comparaison de ce qu'on vient d'entendre de la part de Jean-Michel et bien voir comment vous vous situez sur deux briques différentes. Merci, j'ai retrouvé ma voix. Oui, c'était pour conclure sur le fait que, au bout du compte, notre métier à nous, c'est contrôler la sécurité des terminaux et contrôler la sécurité des applications. Voilà, ça c'est notre fonds de commerce et on a une chaîne de valeur assez complète sur la protection du terminal, mais c'est vrai qu'on ne traite que notre domaine, donc il faut associer nos propres détections. Sachant qu'on est un très très gros producteur d'événements de sécurité sur les mobiles. Comme notre agent, quand il est installé sur un mobile, contrôle en permanence tous les événements qu'il détecte, une nouvelle connexion réseau, une nouvelle détection d'application, un nouveau chargement d'application, tout ce qu'on voit, une mise à jour du système, etc. Tous ces événements, on les détecte et on peut les remonter, ce qui permet d'alimenter un SIEM ou un CTI pour ensuite pouvoir faire des analyses croisées. Donc, notre système, il ne vit pas seul, il vit dans un écosystème. On a besoin de collaborer avec d'autres acteurs pour enrichir la capacité de détection globale. Maintenant, sur les terminaux et sur les événements qui les affectent, on pense qu'on est assez complet. Maintenant, il faut traiter des cas particuliers. Pegasus est un cas très, très particulier d'une attaque ciblée touchant des personnalités très ciblées, avec des moyens d'État quasiment. Mais des petits Pegasus, vous en avez tous les jours. Voilà, ils sont juste à la disponibilité des utilisateurs parce que simplement en téléchargement sur un store. Voilà, et parce qu'un petit Pegasus qui récupère les données de vos utilisateurs, eh ben, il y en a des tonnes et des tonnes. Voilà, notre métier à nous va être de pouvoir à la fois tenter de contrer une attaque très sophistiquée comme un Pegasus et puis l'attaque de tous les jours, le commun de la menace mobile, toute banalisée parce que vous avez une petite lampe torche, une petite application qui fait du scan de QR code, des choses aussi banales que ça, qui sont des petits utilitaires que les utilisateurs téléchargent sans risque et qui pourtant en même temps vont installer beaucoup de choses dangereuses. Voilà. Et ces choses dangereuses, on va pouvoir les qualifier et ensuite vous permettre de les bloquer ou d'inciter les utilisateurs à les désinstaller. Voilà. Donc notre métier, c'est uniquement ça. Mais c'est déjà un beau domaine parce que la mobilité et les univers iOS et Android se déploient largement et bien au-delà du mobile. Vous citiez les IoT, mais partout où les univers iOS et Android se déploient, notre solution apporte une capacité de détection et de réponse assez pointue avec un très haut niveau de personnalisation. Voilà, donc vous pouvez très facilement adapter les règles parce que les règles du secteur militaire ne sont pas celles du secteur des utilities ou de la grande distribution. On est beaucoup plus restrictif d'un côté, moins regardant de l'autre. Voilà, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà, Pradeo va pouvoir s'adapter à ces deux contextes uniquement sur les terminaux mobiles. Merci beaucoup, Renaud. Effectivement, on reviendra, vous l'avez mentionné, mais on reviendra peut-être un petit peu dans la seconde partie sur cette complémentarité avec d'autres acteurs, à commencer par des acteurs comme Dust, justement. Donc, ce sera intéressant de voir comment, par le fait que vous vous positionnez pas sur la même chaîne sur le même maillon de cette chaîne, voilà, quelle complémentarité il peut exister. Mais avant ça, je voudrais vous donner la parole, Jean-François Lalande. Alors vous avez une approche assez différente des deux qu'on vient d'entendre, parce que donc vous êtes professeur à la centrale Supélec et on voulait que vous puissiez nous donner une petite vue de l'état de l'art en fait de la recherche sur ces questions-là. La sécurité des terminaux mobiles, c'est pas juste des solutions. Avant ça, il y a aussi toute la recherche qui mène à ces solutions et de la recherche qui va mener peut-être à d'autres types de solutions. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on voulait que vous nous présentiez aujourd'hui. Où en est-on? Quelles sont les perspectives? Quels sont les grands sujets qui animent la communauté de la recherche aujourd'hui? Et pour quels résultats? Pour quels enjeux?
Oui, merci Mélie pour l'introduction. Alors effectivement, je suis professeur à Centrale Supélec, je suis sur le campus de Rennes. Derrière moi, vous apercevez peut-être là sur l'image la tour Télécom, donc que certains peut-être connaissent, ça c'est son Sévigné. Bon, effectivement, moi je suis professeur. Mon objet c'est plutôt l'analyse de malware d'un point de vue de ma recherche, et je fais ça depuis aussi une dizaine d'années maintenant, à part un petit peu quand Google a lancé Android. Puis je fais ça aussi en enseignement, bien entendu, avec les étudiants, hein. On s'amuse déjà à découvrir l'OS et puis à programmer. Et puis après, dans les spécialités cybersécurité, on s'amuse aussi à analyser des malwares, typiquement. Alors, qu'est-ce que je fais moi d'un point de vue de ma recherche? J'essaie de traiter les petits Pegasus, là, comme on disait tout à l'heure. Pegasus, c'est peut-être un cas très particulier, mais en fait, il reste tout le reste. La grosse masse des malwares que l'on voit dans les datasets de malware, c'est des petits logiciels. Donc, ça peut être des ransomware, des spyware, des lockers, des choses comme ça. Et une des problématiques qu'on essaye de regarder, c'est comment, quand on a un logiciel qui est potentiellement malveillant, comment on peut savoir ce qu'il fait. Et c'est vraiment du reverse, c'est-à-dire se poser la question, on part de zéro, on ne sait rien sur ce malware, il faut essayer de découvrir des choses. Et si on veut faire ça à large échelle, on ne peut pas faire ça à la main tout le temps. Faire ça à la main, ça marche bien, c'est du reverse, ça prend du temps, ça occupe un expert, mais peut-être qu'on peut faire des choses de manière semi-automatisée avec un outillage pour traiter le malware, extraire des choses et comprendre des choses sur ce malware. Donc les questions qu'on peut imaginer, par exemple, c'est ce malware, là, s'il se connecte au réseau, qu'est-ce qu'il fait d'un point de vue réseau? Et ça peut être difficile de l'analyser si, par exemple, le serveur distant qui est censé commander le malware, il marche plus parce que l'attaquant a été un peu démasqué, du coup son serveur a été éteint, et en fait le malware, il essaie de dialoguer avec quelque chose qui n'existe plus. On peut imaginer d'autres exemples, par exemple un malware qui est composé à la fois de bytecode Java et de code natif. Donc voilà, quand on a des choses comme ça, c'est un petit peu plus difficile qu'une application standard qui est écrite en bytecode Java, parce qu'il y a une partie native, donc on va avoir des échanges entre les deux parties et ça complexifie le reverse. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on essaye d'adresser. Et comment on l'adresse? On rentre un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans les briques logicielles un peu basses, c'est-à-dire qu'on se met au niveau du système d'exploitation, on va patcher un peu le système d'exploitation, on va ajouter du code, par exemple, dans la partie noyau, pour faire du suivi de flux d'informations. Donc, on va pouvoir observer qu'est-ce qui se passe au niveau du kernel, quels appels système sont faits, quels flux sont générés, quels fichiers sont écrits, quelles connexions ou quelles interactions on peut observer entre deux applications sur un même téléphone, des choses comme ça. Et donc ça, ça nous demande d'avoir la main sur l'OS, ce qui n'est pas une hypothèse, enfin c'est une hypothèse raisonnable pour la recherche, hein, parce que je me mets dans des bonnes conditions, hein. J'achète un téléphone d'une marque qui va me permettre de reconstruire l'operating system, de le recompiler de zéro, et donc je pourrais le patcher, ce qui n'est pas toujours une hypothèse viable pour un téléphone qu'on achète d'une autre marque qui ne va pas fournir les sources de tout l'OS avec les surcouches opérateurs. Bon, ça, c'est une partie de notre activité, hein. On se met vraiment dans le système d'exploitation, puis on observe. Et puis, on a une autre approche possible, c'est on se met sur le code de l'applicatif. Si on suppose que la malveillance, c'est l'application que l'utilisateur installe, on va se mettre à analyser le bytecode de l'application. On peut l'analyser statiquement, on va essayer d'interpréter le bytecode puis de reconstruire des choses. Donc, par exemple, le flow de contrôle de l'application, le typage, tout un ensemble de choses. Malgré les protections que l'attaquant va mettre, l'attaquant il va s'amuser à mettre des choses qui vont nous empêcher de faire cette analyse statique, des contre-mesures, donc qui vont faire planter les outils standards, je dirais. Et puis on peut faire de l'analyse dynamique aussi, c'est-à-dire on prend un téléphone qu'on a paramétré, éventuellement on a modifié son operating system, puis on lance l'application, puis on regarde un peu ce qui se passe, on observe. Donc ça, c'est un peu les deux façons de travailler. Ça permet d'essayer de comprendre ce que fait un malware. Et on travaille beaucoup sur l'analyse d'une pièce, d'un malware unique. On dit c'est ça l'input, et puis on veut sortir des choses, des indicateurs, on veut sortir de l'information agrégée pour l'analyste, pour essayer de l'aider à comprendre ce qu'il est en train d'analyser. Ça, c'est une voie possible. Et puis après, il y a l'analyse, je dirais, batch, un peu, où on se dit, j'ai un ensemble de malware très gros et je veux calculer des choses dessus.
Et ce que font les chercheurs de manière générale, la plupart du temps, c'est qu'ils font de la détection, c'est-à-dire leur problème, c'est de dire j'ai des malwares et des applications bienveillantes, enfin normales, on va dire, qui sont mélangées, et je dois détecter avec le meilleur taux de détection les malwares dans le corpus. Et donc là, la problématique, c'est comment je fais pour faire ça, comment je fais pour avoir une performance qui soit le plus proche de 100%. Ce qui est aussi difficile dans le problème, je dirais, des terminaux mobiles, c'est que ce problème-là, il varie au cours du temps. C'est-à-dire que détecter des malwares il y a 10 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et en fait, tous les ans, ça change. Étant donné que Google sort un operating system chaque année, il y a des nouveautés qui sortent. Donc les malwares qui existaient il y a quelques années, je dirais, il y en a certains, ils s'installent même plus sur un émulateur ou sur un device récent. Donc les malwares, ils se périment en fait, ils ont une durée de vie, puis vraiment ils n'ont plus d'intérêt. Et malgré tout, ils restent dans les datasets de malware. C'est-à-dire que quand on a un dataset, on va mettre dans le sac tous les malwares qu'on va collecter, on remplit le sac, on a un énorme sac de malware, et ensuite on va trier. Mais en fait, ça n'a pas de sens la plupart du temps. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de trier des vieilleries, on est en train de trier des malwares d'il y a 10 ans, et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour la problématique d'aujourd'hui, parce que ce qu'on veut, c'est de la performance aujourd'hui, pas de la performance d'il y a 10 ans. Et donc ça, c'est un vrai problème sur lequel on travaille aussi, construire des datasets de malware qui soient pertinents, arriver à représenter une certaine réalité, c'est-à-dire se mettre dans la position de l'éditeur, par exemple de Google, se dire je suis du côté de Google, je suis dans le Play Store et je dois faire une analyse temps réel des applications qui sont soumises dans le Play Store et je veux de la performance sur ça. Et la problématique de ce que je viens de dire, c'est je ne suis pas Google et je n'ai pas accès au Play Store. Donc c'est difficile en fait d'un point de vue de la recherche d'avoir la source du vrai problème qui est les applications arrivent sur le Play Store, elles doivent être triées. Ça, on a du mal à le faire. Souvent, les chercheurs, ils ont un peu un train de retard parce qu'ils travaillent à plus long terme. Ils ont du mal à suivre le fil, je dirais, de ce qui se déroule sous leurs yeux parce qu'ils ont des vieux datasets de malware et du coup, on observe dans la littérature, par exemple, des performances de 99,9% de détection, ce qui n'a de mon point de vue, n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vrai quand on traite des malwares vieux. Oui, effectivement, ces vieux malwares, on les reconnaît facilement. On utilise du machine learning, de l'IA, puis on arrive à les reconnaître facilement. Et donc, on observe beaucoup de travaux de recherche qui sont de cet ordre-là, qui sont, je dirais, modérément justes dans le sens où ils travaillent sur des vieilles bases de connaissances. Bon, les autres choses qui sont périphériques à ce que je viens de dire, c'est aussi l'idée d'analyser les applications en temps réel. C'est-à-dire que là, je travaille offline, parce que la plupart du temps, sur des souches qui sont sur mon disque et puis on les analyse. Mais en fait, une problématique sous-jacente qu'on essaye de traiter aussi, c'est de faire des outils qui pourraient se déployer online, c'est-à-dire sur le téléphone. Alors là, on rencontre les difficultés qu'on a évoquées précédemment. Comment on fait ça, sachant qu'on a la couche constructeur, que des fois on a envie de modifier l'operating system. Enfin, ce n'est pas une hypothèse tout à fait raisonnable. Alors, nous, d'un point de vue recherche, en général, on a tous les droits. On peut dire, moi, je modifie le kernel de l'operating system. Si j'atteins mon objectif, si j'arrive à mieux détecter, par exemple, un malware qui s'exécute sur le terminal, c'est une hypothèse raisonnable. Donc voilà un peu toutes les thématiques que je dirais qu'on essaye de regarder. La détection de malware, l'aide au reverse, aider l'analyste qui va analyser un malware, et puis des problématiques un peu périphériques aussi, l'offuscation de ces malwares, donc je dirais l'ajout de code pour empêcher la rétro-analyse, donc du code natif, ou alors du code qui se télécharge aussi, ça c'est très pénible, une application qui va chercher une partie de son code sur le réseau et qui ensuite charge ce code en dynamiquement. Ça, c'est des problématiques qu'on essaye aussi d'adresser, mais à chaque fois, chaque problématique technique, on doit développer une approche particulière pour traiter ce sous-problème, et donc ça fait énormément de travaux sur chaque petit problème indépendant. Voilà, donc là j'ai fait un petit panorama et je pense que ça peut un peu lancer les débats ou en tout cas faire des rebonds et des questions. Merci beaucoup. En effet, on voit bien que la tâche n'est pas simple, mais c'est plutôt encourageant. Alors effectivement, on avait je propose que maintenant on passe un petit peu de temps plutôt pour échanger entre vous
vous quatre, ce qui vient d'être dit. Et peut-être déjà une question dont on avait discuté, Jean-Michel, en préparant cette séance, mais et dont on a un petit peu rediscuté au début, sur la complémentarité des solutions avec d'autres solutions de sûreté, par exemple, qui existent par ailleurs. Voilà, comment vous imbriquez avec d'autres solutions existantes? Comme je le dis, de compromission et l'interaction qu'il peut y avoir entre un opérateur Dust versus les autres solutions qui adressent les autres chaînes de compromission, c'est le fait que nous avons, avec notre infrastructure, c'est-à-dire une carte SIM qui est durcie, qui est maîtrisée, qui est propriétaire Dust et que l'on contrôle parfaitement, le fait qu'on ait un cœur de réseau opérateur qui est complètement construit autour de la problématique de sécurité, c'est qu'on a un point de passage des échanges qui peut informer, transmettre de l'information aux autres composantes de la chaîne de sécurité. On évoquait l'intérêt qu'il peut y avoir pour les solutions qui étaient décrites par ailleurs, remonter de l'information sur tout ce qui rentre et qui sort d'un équipement en matière de données, par exemple. Et là, je fais une petite parenthèse. Très souvent, on se concentre sur le canal de communication données habituel, mais il faut quand même se rendre compte qu'un téléphone portable a un comportement un peu différent des réseaux WAN traditionnels. Vous avez un canal de communication data, dans le jargon des opérateurs mobiles, ça s'appelle un bearer. Vous avez ce qu'on appelle le default bearer, sur lequel vous allez avoir l'information traditionnelle. Je suis très content parce que vous allez sécuriser ce bearer-là, mais il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs bearers sur un téléphone portable. Il y en a deux qui se montrent quasiment nativement par tout le monde, c'est un bearer pour le MMS. À côté, on va voir maintenant de plus en plus le bearer pour la voix sur LTE, le VoLTE. Un constructeur ou un acteur malveillant peut déclencher la connexion d'un bearer complémentaire. Tout ça pour dire que vous pouvez avoir une multiplication des canaux de fuite ou d'injection de données de l'objet connecté qui ne seront pas visibles nécessairement par le système opératif. Et là où il y a une complémentarité intéressante, c'est qu'on peut remonter des informations à ceux qui ont cette compétence, cette capacité d'analyse de ces menaces, en leur donnant ce flux de données qui rentre et qui sort de notre terminal. Je donne un deuxième exemple, on parlait de Pegasus, mais ça peut être Predator, enfin tous ceux qui... Quand on regarde le schéma d'attaque qui était dans un premier temps plutôt du 0-day, on commence à avoir des schémas d'attaque qui font appel à des failles qui sont intrinsèques des réseaux mobiles. Typiquement, Pegasus maintenant démarre par une attaque SS7 qui va être donc un message envoyé par le réseau interopérateur à une cible qui va déclencher toute la chaîne de compromission applicative. Donc là aussi, le fait de remonter ce type d'information, c'est intéressant. Dans notre cœur de réseau, on a une capacité de déployer des sondes à la demande de nos clients qui permettent d'avoir une analyse de tout ce qui rentre et qui sort d'un terminal. Et ça a un point de connexion unique, de complémentarité et de collaboration. Nous n'avons pas de compétences sur l'analyse de ces flux. Nous nous cantonnons à protéger cette transmission et à détecter ces compromissions. Peut-être, Renaud, vous voulez compléter sur ce point? Alors, il faut que vous excusez-moi. On est conscient que la chaîne est complexe et qu'il faut collaborer. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, je pense, d'intéressant dans cette voie, c'est de rejoindre l'initiative OpenXDR qui a été lancée par des acteurs français de la cyber, en se disant qu'on va pouvoir ainsi, de manière assez facile, interopérer entre nous pour constituer un écosystème d'acteurs français de la cyber capables d'interopérer globalement et de partager des données. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé au FIC en septembre dernier, qu'on va accélérer. Et je pense que ça va dans la logique de partager l'information que chacun de son côté est capable de produire sur la sécurité des mobiles de bout en bout. Voilà, nous, on a une chaîne, enfin, on couvre une partie, elle est assez large sur les couches que nous couvrons, mais maintenant toutes les chaînes plus basses, on n'a pas les moyens, donc il faut d'autres acteurs qui fournissent de l'information. Et cette initiative OpenXDR me semble être intéressante, d'abord parce qu'elle regroupe beaucoup d'acteurs français de la cyber, et en fait on se rend compte que l'écosystème de la cyber française est très riche, très créatif, et qu'en se regroupant et en se donnant les moyens d'interopérer intelligemment, on doit pouvoir faire mieux que nos concurrents américains ou israéliens. Bien mieux. Merci beaucoup, Renaud. C'est encourageant et optimiste également. Je crois que Bertrand, vous vouliez
rajouter quelque chose également? Ouais, en fait, quelques remarques par rapport à ce qui a été présenté. Déjà, merci pour ces éléments, parce qu'effectivement, ça éclaire un peu le débat. Moi, je vous donne mon avis personnel sur certains sujets. Je reviens sur le sujet Pegasus. Là, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, ça a été médiatisé. En fait, il faut juste bien prendre conscience que Pegasus, c'est pas un sujet qui est nouveau en soi. En fait, ça met juste en évidence qu'on peut avoir des moyens globalement de compromission d'un terminal mobile sur étagère pour n'importe qui. C'est-à-dire qu'un État qui n'a pas un niveau de maturité très élevé, je parle bien de la menace étatique, et pas de ce que je vais appeler moi la cyberpollution, que je mets dans une autre catégorie, mais un État qui n'a pas un moyen très élevé en fait en cyberoffensive, globalement, il choisit un opérateur du marché qui développe ces solutions-là, et il lui fait un gros chèque, il a la capacité, et il lance en fait son action sur les mobiles. D'autant plus que si Pegasus a en plus un mode de déploiement qui est très furtif, globalement, on n'a ni le smishing, ni l'application vérolée à télécharger sur le store, et ça passe totalement inaperçu des radars. Donc, moi, je pense qu'il faut bien séparer d'un côté, effectivement, ce que nous, on appelle un peu vulgairement la cyberpollution, où on a des stores avec iOS, Apple et Android qui vont vérifier les applications. Certaines applications vont passer au travers des mailles du filet, où on va recevoir un SMS avec le lien, etc. Et effectivement, de la menace qui est plutôt de haut niveau, qui passe peut-être par des mirrors dont on a parlé tout à l'heure, et qui est plus difficilement détectable avec des moyens plus traditionnels. Donc moi je fais bien la petite différence entre les deux. L'autre élément, c'est que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle unique, elle n'existe pas. On est vraiment sur un faisceau de solutions. Faut aussi bien prendre en compte que dans tout ça, on a tout un écosystème, une économie de la vulnérabilité. Les vulnérabilités sur mobile sont, je pense, un peu moins disponibles sur étagère que ce qu'on peut avoir sur un PC, parce que les OS sont plus restreints, sont un peu plus sécurisés, on est sur des technologies qui sont différentes. Ce qui fait que la vulnérabilité en fait, à exploiter pour une menace de haut niveau, elle coûte très cher. Donc, elle est restreinte dans certains cas. Et ce qui fait que je pense qu'il faut compléter aussi les moyens de détection dont on a parlé tout à l'heure, avec d'autres, plutôt de méthodes et process qui sont pour moi plus de l'hygiène numérique, sur peut-être le déploiement d'un outil de MDM, un Mobile Device Management, pour restreindre un store d'applications dédié à ce que l'utilisateur doit faire et pas lui permettre de télécharger n'importe quel type d'application. Il y a aussi une question d'avoir une politique de patch management. C'est un sujet qu'on travaille énormément en fait sur les PC traditionnels. Je pense qu'il faut avoir la même politique sur un téléphone mobile. C'est vrai que dans le domaine civil, la mise à jour en fait d'un OS, ça fonctionne plutôt bien. La mise à jour d'un firmware, je pense que personne ne fait la mise à jour de son firmware sur son téléphone perso. Bon, je pense que dans le monde de l'entreprise et d'autant plus dans le monde des armées, c'est aussi un sujet qu'il faut travailler en parallèle de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'on est sur un faisceau de solutions, pas qu'une seule solution, mais il faut bien prendre le problème en fait sur toutes les couches. Le troisième point, c'est sur ce qui a été dit sur la durée du dataset. Alors moi, je partage totalement l'analyse parce que, en fait, encore une fois, je fais un comparatif avec le monde de l'IT. En fait, dans l'IT, c'est la même chose. Un gros enseignement qu'on peut avoir depuis 24 mois, c'est que nos fameuses bases de CTI dont je parlais tout à l'heure dans la phase introductive, avec des IOC, des IP de C2, donc des adresses Internet en fait, de command and control utilisées par l'attaquant. En fait, on voit que tout ça, ça a un délai de validité qui est très très court. On est de plus en plus dans un contexte où les attaquants vont mettre en place en fait des C2 spécifiques par cible, et ce qui fait que se dire qu'un système de détection sera uniquement basé sur un dataset composé en fait de menaces qu'on a déjà pu voir ou constater avant, je pense que c'est un peu illusoire. Il ne faut vraiment pas se baser là-dessus. Et il faut plutôt compléter, c'est bien compléter, c'est pas remplacer, mais compléter avec des outils plus d'analyse comportementale. Voilà, on a parlé de certaines choses côté Pradeo, l'analyse des flux réseau, et pas simplement se baser en fait sur un historique qui, dans tous les cas, je pense, ne sera jamais bon à 100%. Voilà, et puis le dernier petit point qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que le mobile, en fait, c'est un terminal en soi. En fait, c'est un terminal qui a, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense le même niveau d'importance qu'un ordinateur, parce que souvent, on a des mails, souvent, on a des applications de messagerie instantanée. Je parle des contextes d'opérations militaires, mais le téléphone portable et sur certaines zones,
le moyen de communication principal qu'on peut avoir avec les autorités locales. Donc voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Hein. Donc c'est le moyen de communication. Et ce qui fait que sur un terminal, on retrouve un niveau des fois d'information, de sensibilité qui sont effectivement d'un environnement professionnel, mais aussi un environnement personnel qui peut donner à un acteur externe d'autres informations un petit peu plus importantes. Donc je pense qu'il voilà, faut vraiment prendre en compte aussi ces deux aspects-là, l'aspect pro et puis l'aspect perso qui donne un aspect supplémentaire. Voilà les remarques que je souhaitais faire sur ces présentations. Oui, puis merci beaucoup. Effectivement, l'idée d'un arsenal de solutions qu'on combine, qu'on combine et qu'on harmonise comme on peut, ça répond aussi à un sujet qu'on avait soulevé aussi, Renaud, sur le fait que finalement, la protection des terminaux mobiles ne passe pas forcément uniquement que par la restriction des usages. C'est un sujet dont on avait discuté, je crois, sur lequel vous souhaitiez dire un mot, mais ça répond bien à votre analyse sur la complémentarité des combinaisons de plusieurs solutions. C'est assez simple, quand on restreint les usages trouvent un chemin détourné. Donc, les usages qu'on restreint sur un terminal professionnel, ils se retrouvent sur un terminal personnel et avec à nouveau un niveau d'exposition assez fort. Donc en fait, on ne peut pas vraiment, de notre point de vue, freiner les usages. Il vaut mieux les accompagner et essayer de les traiter par des contextes très très sensibles où là, effectivement, on peut imaginer tout couper, comme les contextes militaires. Mais par ailleurs, imaginer qu'on contrôlera les usages de manière très coercitive, c'est difficile. Donc notre parti pris à nous, c'est plutôt d'essayer de détecter les menaces. Et si on détecte une menace ou une non-conformité à une règle imposée par une organisation, eh ben on va inviter l'utilisateur à ne pas se conformer ne pas se comporter comme il ne doit pas le faire, et donc à corriger le tir en désinstallant ou en bloquant un événement. Voilà, donc les usages, de notre point de vue dans la mobilité, c'est l'essence même du terminal, quoi. C'est un objet communicant fait pour accéder au monde, fait pour accéder au SI maintenant de plus en plus. Il faut accompagner ce mouvement, voilà, et l'accompagner en collaborant. Vous parliez des solutions MDM, elles sont quasiment, elles sont impératives, quoi. Nous, depuis 2015, on collabore avec la majorité des MDM du marché parce qu'on se rend bien compte qu'il faut aussi gérer et imposer des règles sur un mobile. Et ces solutions, elles, sont très matures, et qu'en collaborant avec un MDM, on arrive à avoir un couplage intéressant de deux solutions qui chacune effectuent leur job pour avoir une sécurité renforcée. Voilà. Et tout ça étant aussi à intégrer dans une logique plus globale avec un SIEM, un SOC et d'autres composants. Voilà, collaborer, ça me semble être le maître mot, et freiner les usages ne peut freiner les usages, c'est que dans des contextes très 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 difficiles, quoi, très particuliers, où voilà, comme ceux que vous pouvez vivre sur des théâtres d'opération. Ailleurs, les usages réapparaissent d'une façon ou d'une autre, ils ressurgissent. Voilà, un mobile, c'est fait pour communiquer, c'est pas fait pour faire utiliser deux applis, quoi. Sinon l'utilisateur fait autrement et il s'expose autrement. Voilà, et je pense que le bénéfice pour nous de cette terrible affaire Pegasus, qui au final affecte peu de gens, c'est que derrière Pegasus, il n'y a pas un PDG d'une grande entreprise française qui ne sait pas poser la question, puisqu'il a généralement un iOS. Est-ce que mon iOS a été touché? Et je pense que la quasi-totalité des RSSI de France ont eu la question, est-ce qu'on est touché? Voilà, donc ce qui a amené une sensibilité au fait que malheureusement aujourd'hui sur le marché, le mobile ne bénéficie pas encore d'une protection équivalente à celle dont bénéficie le monde du PC. Voilà, c'est encore un chemin à faire. Voilà, on espère qu'on fera le chemin avec beaucoup de clients et avec beaucoup de laboratoires, parce que je suis très intéressé de savoir ce que M. Lalande et ses équipes font, puisque nous avons une solution industrielle, et on est très intéressé parce que les laboratoires français sont capables de produire. On travaille beaucoup avec le LIRM à Montpellier, mais tout ce que font les labos français dans ce domaine nous intéresse, parce que on a un canal, nous, pour rendre industriel des éléments, des solutions mises au point par nos chercheurs. Voilà. Donc à niveau de la collaboration. Collaboration, ça donc le maître mot, on y reviendra parce qu'il y a plusieurs questions sur ce sujet-là dans le chat aussi, mais avant, je crois que Jean-Michel, vous souhaitiez rajouter quelque chose. Oui, sur l'importance du facteur humain, on peut déployer énormément de solutions de sûreté ou de sécurité. Ils ne peuvent pas être conçus ou efficaces sans tenir compte du facteur humain. Dans la réflexion que nous avons eue dès le début en créant des systèmes de détection et de protection, c'était d'être le plus transparent possible pour l'utilisateur,
quand on voit les dirigeants d'entreprise ou les personnels en opération, ils ont besoin d'avoir un usage, j'allais dire, natif, d'être en capacité d'utiliser les applications qu'ils souhaitent, les applications de chiffrement souverain, ça peut être pour un utilisateur traditionnel de pouvoir accéder à l'ensemble des applications qu'il aime avoir, d'utiliser le terminal qu'il souhaite utiliser. Et donc, d'être transparent était nécessaire pour nous. Donc, le simple fait de mettre la carte SIM 2 dans un équipement connecté permet de bénéficier de sécurité et d'être transparent pour toutes les applications. On a parlé du MDM, d'outils de protection, que l'entreprise ou que l'utilisateur souhaite déployer. Donc, pour nous, cette transparence et tenir compte du facteur humain ou du facteur opérationnel était fondamental pour que ça soit adopté. Merci beaucoup pour ce complément. Et je reviens sur quelque chose, sur ce que vos derniers mots, Renaud, sur la coopération aussi avec les instituts de recherche et le monde académique de façon plus large. Alors, Jean-François, il y avait quand même une petite question aussi qui était sur le transfert de toutes ces recherches et de tous ces résultats de vos recherches, surtout au monde, à l'industrie. Est-ce que le transfert est fluide? J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même, c'était pas forcément toujours très évident. Alors, est-ce le cas? Et sinon, pourquoi? Alors, je pense effectivement, c'est une difficulté, hein, c'est le transfert, hein, dans le sens où ce que l'on peut faire périme très vite, notamment d'un point de vue recherche, hein, à cause notamment de l'évolution de l'operating system. Hein. Sur un terminal mobile, on va dire tous les 6 mois ou tous les ans, on va changer de nombreuses choses sous le capot. Alors, d'un point de vue utilisateur, ça peut être un peu transparent, parce que l'utilisateur, lui, il va même pas voir que, je dirais, il y a des gros changements sous le capot dans son terminal mobile, mais d'une version à l'autre, Google peut décider de remplacer complètement une brique logicielle par une autre. Et ça pose des problèmes. Nous, on se développe d'un point de vue recherche, on n'a pas, je dirais, le manpower pour faire de la mise à jour, pour retravailler le code qu'on a écrit. Donc, je dirais, si par le classique, c'est un thésard, hein, un doctorant qui travaille, et il va passer une partie de sa thèse à développer la solution pendant une année, et puis au bout de une année ou une année et demie, il développe. Après, il va faire une publication scientifique, et ce qu'il aura développé, ça sera peut-être vraiment à l'état de l'art, et si il y a un changement majeur parce qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de développeurs chez Google qui décident de remplacer une brique logicielle au cœur de l'operating system, eh ben, on va dire que tout ce qu'on aura développé, nous, ça peut être mis à la poubelle. Donc la question, c'est comment on fait du développement qui puisse suivre l'évolution de l'operating system et puis qu'on puisse transférer vers l'industrie. Ça, c'est une autre problématique. Ça passe par la coopération la plupart du temps, hein, c'est-à-dire que on va de l'encadrement de thésards entre un industriel et puis nous, partenaires académiques. Et ça, c'est l'idéal parce qu'on peut partager des savoirs. Nous, on va apprendre des compétences, on va apprendre des choses de l'expérience de l'industriel et inversement, on va apporter dans l'autre sens de l'innovation. Mais ça, c'est le cas idéal et on n'arrive pas toujours à le faire. Parce que comme ça, c'est pas si évident que ça. Il y a un autre problème aussi, c'est le long terme, c'est-à-dire que Google, il travaille en tâche de fond. Alors, je prends toujours Google parce que c'est l'exemple, je dirais, le plus qui domine le marché, mais il travaille aussi en tâche de fond sur des nouveaux projets dont on a connaissance que le jour où il le sort. Par exemple, il y a Fuchsia, que certains connaissent peut-être, qui est une alternative au noyau pour remplacer peut-être un jour tous les noyaux de téléphone mobile. Et pareil pour les objets connectés. Donc ça fait quelques années qu'on sait que ça existe. C'est plutôt ouvert dans le sens où on y a accès, mais ce petit morceau-là, pour l'instant, c'est juste dans les cartons de chez eux. Le jour où ils disent, nous, on sort un nouveau terminal qui utilise ça, et s'ils se marient avec un ou deux constructeurs, ils peuvent changer le marché complètement et remplacer la brique fondamentale logicielle d'un téléphone par cette nouveauté. Et là, du coup, tout ce qu'on aura fait précédemment, ça devient un peu obsolète. Donc ça, c'est un peu le jeu de la course. Et nous, on essaye d'être un peu à la pointe, c'est-à-dire de suivre, d'être toujours en avance. Mais du coup, quand on est comme ça, toujours en avance, c'est pas forcément déployable directement dans le marché parce qu'on explore des voies qui n'ont pas d'existence encore sur le marché du téléphone mobile. Merci beaucoup, Jean-François. Jean-Michel, vous souhaitez réagir? Oui, juste un tout petit point, c'est on voit dans les activités réseau que nous servons, on voit des évolutions très rapides d'un constructeur à l'autre.
et d'un équipement à l'autre. On peut avoir chez un même constructeur des comportements de réseau qui sont très différents entre un modèle et un autre. Tout ça à Android ou iOS. Et donc, on voit des vraies différences d'une version à l'autre. Je ne parle pas d'une version OS à l'autre, mais même d'un équipement à l'autre. On voit que les composants évoluent fortement. Et en parallèle, j'attire l'attention sur le fait que Android, c'est principalement avec iOS du smartphone, mais dans le cadre des objets connectés, on trouve une flopée de possibilités d'OS ou d'applications sur des senseurs, sur des éléments d'une chaîne industrielle qui vont être connectés, et où là, on n'est pas du tout dans cet environnement un peu connu, maîtrisé, que l'on peut reproduire en laboratoire, sur lequel on peut avoir une bonne visibilité. On voit énormément de senseurs, de routeurs 4G, de clés USB 4G qui sont utilisés en pensant que ce sont des éléments de confiance et qui sont éminemment plus compromis qu'un smartphone iOS ou Android. Donc j'attire l'attention aussi sur tout ce champ qui commence à se déployer massivement. Pour nous, c'est la moitié de notre activité, c'est de l'objet connecté, l'autre moitié, c'est du smartphone ou de la tablette. Et on voit dans ce champ IoT une profusion d'OS qui sont potentiellement des vraies menaces à laquelle on ne porte pas, d'après nous, suffisamment attention. Bertrand, vous... Non, juste un petit point, moi je reviens sur l'histoire de Fuchsia, parce que du coup j'allais poser la question côté Android, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Moi j'ai une petite question concernant les labos de recherche de manière générale. En fait, est-ce que vous avez en fait un accès supplémentaire, peut-être différent, en tant que labo de recherche, aux travaux de Google? Moi je comprends que ce n'est pas le cas visiblement dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez un niveau de connaissance de cet écosystème-là qui est très faible, en fait, hein, c'est ça? Oui, oui, parce qu'on n'a pas vraiment d'accès privilégié. On rencontre de temps en temps certains chercheurs de Google qui peuvent nous donner des informations, je dirais, un peu de première main. Donc, typiquement, ils peuvent nous donner des fois un dataset particulier, un dataset de malware qu'on a envie d'avoir. Bon, j'avoue que la plupart du temps, ce qui pose problème, c'est les aspects légaux de faire ça. Il faut signer un NDA, enfin quelque chose qui est souvent un petit peu dur à signer parce qu'on signe qu'on va, en gros, on a pieds et poings liés. On a accès à des informations aussi de l'ordre enfin des informations peu sensibles, mais du genre, voilà. Ils savent par exemple chez Google que quand ils trient les applications, quand ils détectent, ils vont détecter facilement 80% des malwares qui sont envoyés sur le Play Store. Mais ils savent très bien qu'il y a à peu près 20% des choses qui passent au travers et qui seront détectées plus tard avec d'autres méthodes, avec les retours utilisateurs, avec des analyses externes et tout. Mais eux-mêmes, ils sont de cet ordre-là du tri. Ils peuvent enlever 80% de la malveillance, je dirais, mais ils savent qu'il va rester 20% qui va passer au travers. Donc voilà, on a des infos comme ça, je dirais, un peu de première main qui donnent une idée de comment ça se passe chez eux. Après, on a des fois des thésards ou des postdocs qui vont chez eux travailler, mais ça reste une exception, parce que c'est pas si facile de rentrer chez eux. Mais après, on n'a pas d'accès logiciel, entre guillemets, ou on n'a pas d'accès ou d'échange direct, je dirais, pour aller mettre des briques logicielles ou récupérer des outils internes. Ça, c'est malheureusement pas possible. Voilà. Très bien. Et du coup, moi, j'ai une question complémentaire dans votre base de connaissances, le dataset dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous le constituez uniquement de malware identifié sur des applications effectivement publiées sur les stores de manière malveillante, ou est-ce que vous le constituez également de sources récupérées diverses et variées sur des APK, par exemple, qui n'auraient jamais été publiées? Est-ce que votre dataset contient ça également? Souvent, c'est des sources multiples et qui sont des sources soit d'initiatives de recherche, comme Androzoo typiquement, qui sont des collègues luxembourgeois avec qui je travaille et qui ont un dataset énorme, un des plus gros datasets existants d'applications. Mais ce n'est pas que des malwares, c'est toute application, qu'elle soit malveillante ou pas. Eux, quand on est un chercheur, on peut les contacter, on peut avoir accès à ce dataset. Et voilà, c'est des millions et des millions d'applications qui collectent de plein de façons. Donc, soit ils vont pêcher les applications sur le Play Store directement, soit sur les markets alternatifs, donc concurrents, les markets chinois notamment. Et puis après, il y a bon, je dirais qu'il y a VirusShare qui est assez connu aussi, où on peut récupérer des applications. Il y a des initiatives communautaires comme Kudus, qui est une autre plateforme où on peut télécharger aussi quelques
quelques applications. Donc, on va pêcher un peu à droite à gauche les applications et pour avoir le maximum de diversité. Le but, c'est vraiment d'avoir des accès. On a rarement des exemples d'applications qui ne sont pas connus, qu'on ne trouve pas sur Internet. Quand on prend le hash de l'application, souvent on le retrouve quelque part. Et nous, on n'a pas trop accès à je dirais, à des zero day ou à des malwares qui n'ont jamais été publiés quelque part et qui n'ont pas été analysés. C'est rare. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, il commence à y avoir pas mal de petites questions qui ont été posées par les auditeurs. Je vous propose qu'on commence peut-être à en prendre quelques-unes. Alors, la première, pour vous, Bertrand, peut-on envisager d'apporter un peu plus de sécurité d'usage en renforçant le niveau réglementaire des fournisseurs, que ce soit mobile, application, opérateur, etc. Est-ce que la voie réglementaire… Alors, je pense que la voie réglementaire, probablement que ça peut être une solution. Après, je ne sais pas quel est le niveau de pression qu'on peut avoir sur les fournisseurs pour poser quelque chose de réglementaire. Je pense qu'il y a plein de secteurs d'activité où on essaie de le faire avec des éditeurs américains. Ils n'y arrivent pas. Donc, je sais pas si… je pense que ça pourrait être une solution. Je ne sais pas si elle est applicable. Ça peut faire partie de ce faisceau de solutions dont vous parlez, mais toute seule et peut-être pas, voilà. Pour illustrer ma réponse, je vois déjà, en fait, je reprends mes propos introductifs, mais en fait, je disais tout à l'heure, ces OS-là sont déjà sécurisés intrinsèquement parce que ces sociétés travaillent à la sécurité de leurs OS, et pour autant, ne le sont pas assez pour nous prévenir des menaces qui sont dessus. Et donc, un peu ironiquement, les outils qui permettent de détecter les menaces n'accèdent pas à la totalité des composants en fait, de l'OS logiciel pour pas avoir une détection qui soit efficiente. Donc, voilà, encore une fois, c'est peut-être le chien qui se mord la queue, mais je ne sais pas quel niveau de pression on pourra avoir à ce niveau-là. Si je peux parler sur le niveau réglementaire, nous sommes membres de 2 organisations internationales liées aux télécommunications. Donc, nous sommes membres de l'ITU, donc le groupe international des téléviseurs, le régulateur des standards. On est membre du groupe SG17, donc c'est le Security Group de l'ITU, et également membre du GSMA, donc là c'est vraiment mobile, le groupe pro des sécurités mobiles. Et là, il y a un espace dans lequel il y a un échange entre les acteurs du marché, dans l'écosystème du marché, pour apporter des solutions. Mais on voit qu'entre le moment où on a identifié une problématique et le moment où il peut y avoir le déploiement d'un standard, une manière de répondre à ces menaces, ça prend du temps. Et puis on voit aussi dans cet environnement international les divergences de convergence. Et donc on voit que certains sujets sont prioritaires pour certains et pas du tout pour d'autres. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien effectivement qu'on fasse une séparation entre ce qui est le domaine des télécoms, qui est le moyen de communication, où là effectivement réglementairement il y a des choses qui sont déjà structurées, ça prend du temps, mais probablement qu'on peut atteindre des objectifs. Et après il y a ce qui est lié au terminal lui-même. Et là on est lié en fait à des opérateurs privés dont on n'a pas forcément gros moyens de pression pour faire quoi que ce soit. Donc sur cette deuxième partie, moi je pense que ça peut être compliqué. Merci pour toutes vos réponses. Alors, parmi les autres questions, ne faudrait-il pas dès à présent définir les IoT ou classes d'IoT comme des objets dont il faut limiter les fonctions de façon stricte, plutôt que de les étendre sans réfléchir, juste parce que ce serait possible, secure by design? Ouais, moi, je donne ma vision, mais la question du secure by design, la réponse, c'est où est-ce qu'on met la sécurité, parce que secure by design, ça ne veut pas dire grand-chose, entre guillemets, c'est quelle fonction on veut lui faire supporter, et en fonction de la fonction supportée, comment on le sécurise. Je pense que c'est surtout ça la question de fond. Donc c'est vrai que partir du principe où on se dit, bon, un IoT est secure by design et on le déploie, pour moi, ça ne me parle pas vraiment. Je dirais plus, c'est l'IoT doit répondre à quelle fonction, et après, on construit en fait la sécurité autour pour que la fonction soit bien exécutée, mais qu'on n'ait pas en fait d'effet notoire à côté. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le penser. Donc, ça veut dire que dans le déploiement de chacun des objets connectés, quels qu'ils soient, il y a toujours la question, la fonction d'analyse de risque associée, etc. Il faut vraiment le traiter comme un asset traditionnel IT, je pense. Donc vraiment partir de l'usage plutôt que de l'équipement lui-même. L'usage et de la sécurité associée à l'usage. Alors, on parlait tout à l'heure de coopération. On a une question là-dessus aussi. Pour stimuler les synergies, existe-t-il une base de données de connaissances privée réservée aux acteurs solidaires? Moi, j'ai compris tout à l'heure dans l'intervention qu'il y avait une base d'application
qui était fourni par un acteur suisse, c'est ça? Oui, pour les malwares. Bon. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est Androzo, le zoo Android, on va dire, et c'est les luxembourgeois, hein, c'est les chercheurs luxembourgeois, c'est le professeur Jacques Klein qui s'occupe de ça. Et donc, alors je sais pas s'il est solidaire, mais en tout cas, dès que c'est la recherche qui le contacte, il n'y a aucun souci pour avoir accès à la base. Ouais. Renaud, je crois que vous souhaitiez parler, mais il faudrait juste remettre votre micro. Pardon, je voulais juste te dire que côté Pradeo, en fait, depuis que nos produits solutions sont sur le marché depuis 2013, en fait, dès lors qu'un agent Pradeo est installé sur un mobile, nous déclenchons automatiquement l'analyse de toutes les applications présentes sur ce terminal. Et donc, en fait, depuis 2013, nous avons constitué une base de connaissances des applications et de leur comportement caché. Alors, une bonne partie sont des applications obsolètes, puisqu'une application, ça peut connaître des dizaines de mises à jour par an, si ce n'est pas davantage. Et en fait, aujourd'hui, on a, je crois, plus de 3,5 millions d'applications différentes dans nos bases. Multiplié par le nombre de versions, on doit être à 400 ou 500 millions d'applications qui ont été analysées par notre moteur. C'est fait de manière automatique, en fait. Dès lors que notre agent est présent sur un terminal, tous les exécutables qui s'installent, tous les APK, tous les IPA, on les analyse et on les met en base de données avec leur comportement. Dans le lot, vous avez des applications qu'on juge saines et dans le lot, vous avez des applications qu'on juge intrusives ou malveillantes. Voilà, donc bon, malheureusement, notre gagne-pain et donc notre base n'est pas publique quelque part. Elle est au cœur de nos technos. Et en fait, elle s'enrichit en permanence parce qu'il suffit que vous déployiez notre agent sur un terminal, vous installez une nouvelle application et automatiquement, vous déclenchez son analyse et elle est disponible pour tous nos clients dans le monde entier. Voilà, donc on a une base qui est assez gigantesque. Qui comprend des comportements très fins sur les applications, malveillants, intrusifs ou sains, selon comment on les qualifie. Voilà, ça existe. Voilà, malheureusement, c'est pour nos clients, je suis désolé. Alors après, dans le monde de la recherche, on peut trouver des collaborations. C'est pour ça que je disais, ça vaut la peine qu'on ait un échange, parce que finalement, nous on est un gigantesque collecteur d'applications et quasiment le premier de nos utilisateurs qui t'installe la nouvelle version d'une application du Play Store va déclencher son analyse pour tous les autres. Voilà. Et donc, cette analyse, elle est mise en base et les comportements sont connus. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionnent nos moteurs et c'est une base de connaissances mutualisée à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Renaud. Alors, il y a une question qui a déjà été répondue dans le chat, mais peut-être je vous la repose, Renaud, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Peut-on, extension par extension du RGPD, limiter les applications avec le respect strict de quelques fonctions définies? En fait, il faut des droits particuliers sur le terminal. On a une collaboration particulière avec Samsung et en fait, sur des terminaux Samsung, quand on détecte un comportement non souhaité dans une application, par exemple, l'application récupère la localisation de ses utilisateurs, on est capable sur des terminaux Samsung, grâce aux API mises à disposition par Samsung, d'aller bloquer au niveau système l'accès à cette permission pour cette application. C'est une première approche qui permet de s'assurer que l'application, si la règle de l'entreprise, de l'organisation, c'est qu'on ne peut pas utiliser une application qui récupère la localisation, on va bloquer au niveau système l'accès à la localisation. Alors, si c'est l'application Waze, elle marchera beaucoup moins bien parce que sans la localisation, vous êtes un peu embêté. Mais au moins, vous avez la certitude que la permission en question est bloquée. Et donc, vous pouvez vous assurer, pareil pour les contacts, pareil pour toute forme de permission donnant accès à des données du terminal. Voilà. Après, on a un autre module qui est un petit peu différent qu'on a développé pour le secteur défense notamment, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on appelle une remédiation. Donc, si vous avez une IPA ou une APK dans laquelle, par analyse, on détecte des comportements non souhaités, à nouveau, la collecte des contacts, par exemple, la récupération des contacts, on est capable de modifier l'APK ou l'IPA pour leurrer ou modifier les comportements qu'elle va avoir. Et donc, on va pouvoir donner un carnet d'adresses vide ou donner une fausse adresse de localisation pour que l'application côté serveur ne sache jamais quel est le carnet d'adresse ou quelle est la localisation ou quelles sont les autres données auxquelles l'application veut accéder. Cette remédiation conduit à fabriquer une IPA ou une APK privée qui va pouvoir être, du coup, finalement, elle est dépourvue des comportements qu'on ne souhaitait pas voir déployés et elle reste utilisable normalement sur le terminal. Voilà, donc c'est pour des secteurs sensibles qu'on a développé cette particularité. Dans les deux cas, ça revient à protéger des données, j'appellerais ça les données GDPR mobiles de l'utilisateur en fonction des règles de sensibilité de l'organisation.
Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Bertrand sur la nécessité de partir des usages et de sécuriser ensuite en fonction des usages et des fonctions des terminaux. Alors, est-ce qu'il y en a encore peut-être quelques questions? Est-ce que l'un de vous voulait compléter? Moi, j'ai juste une petite question technique pour Pradeo. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup en fait, de l'analyse des applications. Après, il faut aussi partir du principe que certaines menaces ne sont peut-être pas au niveau de l'application, mais potentiellement pourraient être détectées sur les flux réseau. J'ai compris que dans l'application Pradeo, on avait une analyse des flux réseau. Oui. En deux mots, c'est quoi? Les trames sont collectées, sont redescendues dans un SIEM? Comment ça fonctionne? Non, on ne collecte pas les trames. Par contre, on est capable d'analyser les activités réseau qui sont passées depuis, enfin, les connexions réseau qui sont passées depuis le terminal, les URL auxquelles l'utilisateur va pouvoir accéder en les cataloguant, notamment en URL malveillantes. Donc, on peut faire du filtrage d'URL sur le terminal, sur des critères de type anti-phishing. Et puis, par collaboration avec des solutions qui font du filtrage URL classique, plus largement sur des catégories. Voilà, on ne descend pas plus bas à ce stade-là. Ensuite, il faudrait que je vous mette en relation avec notre R&D pour avoir un échange sur peut-être les capacités étendues qu'on pourrait avoir en collaborant ensemble. Oui, très bien. Merci. Je ferai les mises en relation si vous voulez, évidemment, bien sûr. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus où les questions ont été répondues finalement pendant la séance sur les questions qui étaient posées dans le chat. Plus de questions de votre côté non plus? Bon, eh bien, dans ce cas-là, Renaud et Jean-François, un dernier mot, une dernière question? Ouais, moi juste un dernier mot pour dire que bon, tout ce qu'on vient de discuter, à mon avis, continuera à évoluer. Et puis l'IoT va donner une nouvelle aussi perspective aux choses, parce que c'est pas la même chose. La pile de logiciels qui est dans l'IoT est beaucoup plus simple. Là, dans un terminal mobile, la pile logicielle est extrêmement compliquée, un empilement très très complexe. Donc c'est ça la difficulté, je pense. Alors que pour les IoT, on a une tendance à la frugalité là qui s'installe. On essaye de faire de plus en plus simple, de faire des piles logicielles moins complexes, parce qu'on se rend compte que avec l'expérience du mobile, ça devient vraiment très difficile d'assurer la sécurité mobile. Alors et pour l'IoT, comme l'enjeu c'est aussi d'assurer de la sécurité, il faut peut-être qu'on simplifie les choses. Donc je dirais qu'il y a de l'espoir de ce côté-là et qu'il faut encore que les choses évoluent. Bon, l'important, c'est qu'il y ait encore de l'espoir de ce côté-là, finalement. Ok, très bien. Écoutez, merci à tous. Donc, l'événement sera, le replay même de l'événement sera mis à disposition sur la chaîne de l'Observatoire du monde cybernétique dans quelques jours, le temps qu'on fasse quelques montages. Je crois vous aviez des slides qu'on n'a pas passés finalement, Jean-Michel, qui seront également ils seront également disponibles, un graphique très visuel qui permet de bien comprendre comment vous vous positionnez et à quel moment vous intervenez. Et voilà, donc il me reste juste à vous remercier tous les quatre de vos interventions et tous ceux qui nous avez suivis sur Livestorm ou sur LinkedIn. Et puis on se retrouve dans quelques mois pour le prochain numéro de ces petits déjeuners trimestriels. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.